Dans une salle de réunion à Ouagadougou, une décision stratégique vient de provoquer un frisson discret dans les cercles du pouvoir mondial. Ce qui aurait pu passer pour une simple rencontre administrative se transforme en réalité en un signal politique capable de modifier l'équilibre des relations internationales autour du Sahel. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les responsables militaires, économiques et diplomatiques du Burkina Faso commencent à fonctionner comme un seul centre de décision coordonné. Mais une question demeure pour ceux qui observent ce moment avec attention. Cette stratégie peut-elle réellement défier les structures d'influence qui dominent la politique mondiale depuis des décennies? Ce que vous êtes sur le point d'entendre dépasse largement une simple analyse d'actualité sur le Burkina Faso ou sur les choix politiques d'un dirigeant du Sahel. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi une décision administrative qui semble technique pourrait en réalité modifier la manière dont un pays africain organise sa sécurité, son économie et sa diplomatie face aux pressions internationales. Vous allez découvrir comment certaines structures héritées du passé ont longtemps séparé les centres de pouvoir à l'intérieur de nombreux États africains. Et cette information n'est pas destinée à ceux qui regardent l'actualité comme un simple spectacle. Car ignorer ce qui se joue aujourd'hui pourrait conduire à une compréhension très incomplète des transformations qui apparaissent dans cette région du monde. Si l'on ne regarde que les titres des journaux, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un débat politique local. Pourtant, derrière cette décision se trouve une question beaucoup plus large, celle de savoir si un État peut réellement coordonner toutes ses institutions pour défendre ses propres intérêts dans un système international dominé depuis des décennies par des centres de pouvoir extérieurs. En réalité, ce qui s'est produit à Ouagadougou n'est pas simplement une réunion politique ordinaire. C'est la mise en place d'un mécanisme de coordination interne qui cherche à relier directement la défense nationale, la gestion économique et l'action diplomatique dans une seule stratégie cohérente. Selon les déclarations faites pendant ces journées de dialogue, le Burkina Faso a réussi à mobiliser près d'1 milliard de dollars en seulement 3 ans grâce au Fonds de soutien patriotique. Ce chiffre attire l'attention des analystes parce qu'il provient en grande partie de contributions internes. Citoyens, fonctionnaires, entrepreneurs locaux et membres de la diaspora. Pour comprendre pourquoi ce moment attire autant d'attention, il faut revenir quelques années en arrière. Pendant longtemps, dans de nombreux pays africains, les institutions étatiques fonctionnaient de manière très fragmentée. Les forces armées pouvaient mener des opérations sans avoir toujours accès aux ressources financières nécessaires. Les responsables économiques pouvaient négocier avec des partenaires internationaux sans coordination directe avec les besoins sécuritaires du pays. Les diplomates, de leur côté, représentaient l'État sur la scène internationale, mais sans toujours disposer d'un appareil politique totalement aligné derrière leur position. Cette fragmentation créait un système où chaque institution travaillait souvent dans son propre cadre administratif, parfois même avec des priorités différentes. Pour certains observateurs, cette séparation des centres de décision a longtemps rendu les États plus vulnérables aux pressions extérieures. Lorsqu'un gouvernement négociait une aide financière, les conditions pouvaient influencer les politiques économiques. Lorsque la sécurité se dégradait, les budgets pouvaient être ralentis par des procédures internationales complexes. Dans ce contexte, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré consiste à réduire ces divisions internes en rapprochant les décideurs autour d'une même table afin que chaque décision financière, militaire et diplomatique serve une orientation nationale commune. Pour comprendre pourquoi cette approche attire autant d'attention, il faut observer le rôle joué par le dirigeant qui se trouve au centre de cette dynamique politique. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré s'est progressivement imposé comme la figure qui cherche à coordonner les différentes institutions de l'État autour d'un objectif commun, renforcer la capacité du Burkina Faso à agir de manière autonome face aux défis sécuritaires et économiques. Dans plusieurs déclarations publiques, il insiste sur une idée simple mais structurante. Un pays ne peut pas défendre efficacement ses frontières si ses ressources financières dépendent entièrement de mécanismes extérieurs ou de décisions prises loin de son territoire. Cette vision pousse les responsables politiques, militaires et économiques à travailler plus étroitement ensemble.
Un exemple souvent évoqué pour illustrer cette situation concerne les régions rurales confrontées à l'insécurité. Pendant de nombreuses années, certaines communautés ont vu leurs activités agricoles perturbées parce que les unités de défense locales manquaient d'équipements ou de moyens logistiques pour intervenir rapidement. Dans ce type de situation, les décisions budgétaires, militaires et administratives pouvaient prendre beaucoup de temps avant de converger. L'idée de coordination défendue aujourd'hui consiste à réduire ces délais en alignant les priorités des différents ministères. Cette transformation reste encore en cours et elle suscite des débats à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Mais pour de nombreux observateurs, le fait qu'un gouvernement tente de synchroniser aussi étroitement ses instruments de pouvoir représente déjà un changement stratégique important. À partir de ce moment, l'histoire prend une dimension bien plus large. Tout commence par un changement discret mais déterminant. À Ouagadougou, les responsables de la défense, des finances et de la diplomatie sont réunis dans ce qui est présenté comme de simples journées de dialogue stratégique. Pourtant, derrière ce format officiel se cache une idée beaucoup plus ambitieuse: transformer la manière dont l'État prend ses décisions. Au départ, la réunion ressemble à une consultation administrative classique. Les ministres présentent leurs rapports. Les responsables militaires décrivent la situation sécuritaire dans différentes régions. Les représentants de l'économie détaillent les contraintes budgétaires. Mais très rapidement, un constat s'impose dans les discussions. Tant que chaque institution agit séparément, les réponses de l'État resteront lentes et fragmentées. À partir de là, le ton change. Les échanges deviennent plus directs. Les questions portent désormais sur la coordination réelle des décisions. Comment financer plus rapidement certaines opérations de sécurité? Comment aligner les négociations diplomatiques avec les priorités économiques du pays? Comment s'assurer que les ressources mobilisées servent une stratégie cohérente plutôt que des objectifs isolés? C'est dans ce contexte que la logique défendue par Ibrahim Traoré commence à apparaître plus clairement. La première étape consiste à briser les barrières administratives entre les institutions. Les responsables politiques comprennent que la séparation traditionnelle entre armée, finance et diplomatie peut ralentir la capacité de réaction de l'État. Dans un environnement marqué par l'instabilité régionale et par des pressions économiques extérieures, ces délais deviennent un problème stratégique. Ensuite, la discussion se concentre sur les ressources internes. Les participants évoquent les contributions financières provenant du Fonds de soutien patriotique, alimenté par les citoyens. Les entreprises locales et la diaspora, ce mécanisme permet de financer certaines initiatives sans dépendre entièrement des programmes d'aide internationale. Cette approche attire l'attention parce qu'elle suggère qu'un pays peut mobiliser une partie de ses propres ressources pour soutenir ses priorités nationales. Mais cette évolution entraîne également des réactions au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans plusieurs capitales occidentales, les analystes commencent à observer ce modèle avec prudence. L'idée qu'un État africain puisse renforcer sa capacité financière tout en coordonnant plus étroitement ses institutions est perçue comme un changement potentiel dans les équilibres régionaux. Pendant ce temps, sur le terrain, certaines décisions commencent déjà à produire des effets visibles. Les autorités affirment que les projets d'infrastructure avancent plus rapidement. Des routes et des barrages sont évoqués comme exemples d'investissements destinés à soutenir l'économie locale, dans le domaine sécuritaire. Les responsables expliquent que l'objectif est d'équiper les forces nationales avec davantage de moyens afin de stabiliser certaines zones touchées par les violences. Cette séquence d'événements donne l'impression d'un processus qui s'accélère. Une réunion administrative devient un point de départ stratégique. Les institutions commencent à fonctionner de manière plus synchronisée. Les ressources internes sont mobilisées et, progressivement, une question plus large émerge pour les observateurs internationaux. Ce modèle pourrait-il inspirer d'autres pays confrontés aux mêmes défis? Car si cette coordination parvient à se maintenir dans le temps, elle pourrait marquer le début d'une transformation politique bien plus vaste. À ce stade du récit, il devient nécessaire de regarder les faits avec davantage de précision. Les débats politiques peuvent souvent rester abstraits, mais certains chiffres permettent de mesurer concrètement l'ampleur des transformations en cours. Le premier indicateur concerne la mobilisation financière interne. Selon les informations évoquées lors des discussions officielles,
le Fonds de soutien patriotique du Burkina Faso a permis de rassembler près d'1 milliard de dollars en environ 3 ans. Cette somme provient principalement de contributions nationales, fonctionnaires, entreprises locales, commerçants, mais aussi membres de la diaspora vivant en Europe ou en Amérique du Nord. Ce chiffre donne une idée de l'ampleur de l'effort collectif. Il signifie qu'une partie importante de la population accepte de soutenir directement certaines priorités nationales. Le deuxième élément concerne la dynamique économique du pays. Malgré un contexte sécuritaire difficile, certaines estimations évoquent un taux de croissance autour de 6 % dans un environnement marqué par l'instabilité régionale et par les perturbations commerciales. Maintenir une croissance positive devient un signal important pour les investisseurs et les partenaires économiques. Ce taux indique que l'économie continue de produire et de générer de la valeur, même dans un contexte de crise. Le troisième indicateur touche directement la question de la dette et de la crédibilité financière. Les responsables économiques du pays ont rappelé à plusieurs reprises que le Burkina Faso a continué à honorer ses obligations financières internationales sans défaut de paiement. Autrement dit, même dans une période marquée par les défis sécuritaires, l'État a maintenu le remboursement de ses engagements. Ce point est important car les agences de notation internationales utilisent souvent ces éléments pour évaluer la fiabilité d'un pays sur les marchés financiers. Lorsque l'on met ces chiffres côte à côte, une image plus claire apparaît. Un pays confronté à une situation sécuritaire complexe parvient néanmoins à mobiliser environ 1 milliard de dollars en ressources internes, à maintenir une croissance proche de 6 % et à respecter ses engagements financiers internationaux. Pour les partisans de la stratégie actuelle, ces indicateurs montrent qu'une coordination plus étroite entre les institutions peut produire des résultats tangibles. Cependant, ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Mobiliser des fonds est une chose, les utiliser efficacement en est une autre. Maintenir une croissance économique dans un contexte instable reste également un défi constant. Et même si les obligations financières sont respectées aujourd'hui, l'équilibre budgétaire peut évoluer rapidement en fonction des conditions régionales. C'est pourquoi certains analystes observent ces données avec prudence. Ils reconnaissent les progrès réalisés, mais rappellent que la consolidation de ces résultats dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir la cohérence entre ses politiques économiques, militaires et diplomatiques. Dans ce contexte, la stratégie associée à Ibrahim Traoré repose sur une idée centrale. Si les institutions de l'État agissent de manière coordonnée, les ressources nationales peuvent être utilisées plus efficacement pour soutenir la sécurité, la stabilité économique et la position internationale du pays. Mais cette vision ne fait pas l'unanimité. À ce stade, il est important de reconnaître qu'il existe aussi des critiques sérieuses face à cette stratégie. Dans tout débat politique majeur, certaines voix estiment que les décisions prises peuvent comporter des risques, et ces arguments méritent d'être examinés avec attention. Le premier point souvent avancé concerne la question de l'isolement international. Certains observateurs affirment que s'éloigner des mécanismes traditionnels de financement ou des partenariats occidentaux pourrait réduire l'accès du pays à certains marchés financiers, à certaines technologies ou à certaines formes de coopération sécuritaire. Selon cette analyse, un État qui s'éloigne trop rapidement des structures existantes pourrait se retrouver confronté à de nouvelles difficultés économiques. Cependant, les partisans de la stratégie actuelle répondent que l'objectif n'est pas de rompre avec le reste du monde, mais de diversifier les partenariats. Dans cette logique, un pays qui dispose de plusieurs options diplomatiques et économiques possède davantage de marge de manœuvre pour défendre ses intérêts. Un second argument critique concerne la centralisation du pouvoir. Certains analystes estiment qu'une coordination très étroite entre les institutions peut parfois réduire les contre-pouvoirs administratifs et concentrer trop de décisions dans un cercle restreint de responsables politiques. Selon eux, un équilibre doit toujours être maintenu entre efficacité stratégique et pluralité institutionnelle. Les défenseurs du modèle actuel répondent que la coordination n'est pas nécessairement synonyme de concentration excessive du pouvoir. Ils affirment plutôt qu'il s'agit de réduire les lenteurs bureaucratiques qui empêchent parfois l'État d'agir rapidement face à des crises urgentes. Lorsque l'on place ces deux points de vue côte à côte, une réalité apparaît clairement.
Le débat autour de la stratégie actuelle ne se limite pas à une confrontation entre soutien et opposition. Il s'agit plutôt d'une discussion plus large sur la manière dont un État peut organiser ses institutions pour faire face à des défis sécuritaires, économiques et géopolitiques complexes. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire prend une direction inattendue. Et soudain, tout change de perspective. Pendant que le débat se concentre sur la politique intérieure du Burkina Faso, un autre phénomène commence à apparaître dans l'arrière-plan géopolitique. Ce qui semblait être une simple réorganisation administrative devient progressivement un signal observé par plusieurs pays confrontés aux mêmes défis de souveraineté économique et sécuritaire. La véritable révélation se trouve dans la portée potentielle de ce modèle. Si un État parvient à coordonner ses institutions, à mobiliser ses ressources internes et à diversifier ses partenariats internationaux, cette approche peut devenir un exemple étudié bien au-delà de ses frontières. Dans ce contexte, certaines capitales commencent à regarder attentivement l'évolution de la situation, non pas parce que le Burkina Faso représente une puissance économique majeure, mais parce que l'idée qu'il défend pourrait se diffuser dans d'autres régions confrontées à des dilemmes similaires. Cette dynamique repose sur un principe simple mais puissant. Lorsqu'un pays montre qu'il peut réorganiser ses propres structures pour défendre ses intérêts, d'autres gouvernements peuvent se demander s'ils pourraient suivre une trajectoire comparable. À partir de ce moment, les conséquences cessent d'être uniquement nationales. À partir de ce moment, les effets de cette stratégie commencent à se manifester dans plusieurs dimensions de la réalité politique et économique. Ce qui apparaissait au départ comme une initiative administrative interne produit progressivement des répercussions visibles dans différents secteurs. Du côté de l'État, la principale conséquence concerne la manière dont les décisions stratégiques sont prises. Lorsque les responsables de la défense, des finances et de la diplomatie travaillent de manière plus étroitement coordonnée, certaines décisions peuvent être prises plus rapidement. Cela permet au gouvernement d'aligner ses priorités sécuritaires avec ses capacités budgétaires et ses positions internationales. Cette approche peut également renforcer la cohérence de l'action publique, car les différentes institutions poursuivent alors une orientation commune. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact se situe davantage dans la perception de stabilité et de direction stratégique. Les investisseurs locaux observent avec attention les signaux envoyés par les autorités politiques. Lorsque les institutions semblent fonctionner de manière plus coordonnée, cela peut encourager certaines initiatives économiques, notamment dans les secteurs liés aux infrastructures, aux ressources naturelles ou aux activités commerciales régionales. Dans ce type de contexte, la confiance devient un facteur déterminant pour la circulation des capitaux. Du côté des citoyens, les effets se ressentent surtout dans la manière dont les politiques publiques se traduisent dans la vie quotidienne, lorsque les ressources nationales sont mobilisées pour soutenir les priorités de sécurité ou pour financer certains projets économiques. Les populations espèrent y voir apparaître des améliorations concrètes dans les infrastructures, les services publics ou les opportunités d'emploi. Ces attentes restent élevées, car les défis sociaux et économiques demeurent importants. Enfin, l'impact dépasse rapidement les frontières nationales. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, les gouvernements observent avec attention les initiatives prises à Ouagadougou. Certains analystes évoquent la possibilité que des stratégies similaires apparaissent dans d'autres États cherchant à renforcer leur autonomie financière ou leur capacité de décision. Dans ce cas, les effets pourraient se propager à l'échelle régionale. Cette perspective explique pourquoi certaines puissances internationales suivent l'évolution de la situation avec prudence. Si plusieurs pays adoptent des approches comparables pour coordonner leurs institutions et mobiliser leurs ressources internes, l'équilibre des relations économiques et politiques pourrait progressivement évoluer. Ainsi, ce qui a commencé comme une initiative nationale se transforme en un phénomène susceptible d'influencer un espace géopolitique beaucoup plus large. À ce stade de l'analyse, une question devient inévitable. Quelle direction cette transformation pourrait-elle prendre dans les années à venir? Les observateurs évoquent généralement 3 scénarios possibles, chacun dépendant de la manière dont les décisions politiques et économiques continueront d'évoluer. Le premier scénario
considéré comme le plus probable par de nombreux analystes, est celui d'une progression graduelle mais prudente. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso continuerait à renforcer la coordination entre ses institutions tout en maintenant des relations diplomatiques multiples avec différents partenaires internationaux. Les réformes se poursuivraient progressivement, sans rupture brutale avec les structures économiques mondiales existantes. Dans ce cas, le pays chercherait surtout à augmenter sa marge de manœuvre stratégique plutôt qu'à provoquer un changement radical de l'ordre international. Le deuxième scénario est plus optimiste. Il repose sur l'idée que la mobilisation interne des ressources, la participation de la diaspora et la diversification des partenariats pourraient accélérer la transformation économique du pays. Si ces dynamiques se consolident, certains secteurs pourraient connaître une croissance plus rapide, notamment les infrastructures, l'énergie ou l'exploitation des ressources naturelles. Dans cette perspective, la stratégie associée à Ibrahim Traoré pourrait devenir un modèle étudié par d'autres pays cherchant à renforcer leur souveraineté économique. Le troisième scénario est plus prudent, voire préoccupant. Les transformations politiques rapides peuvent parfois créer des tensions diplomatiques ou économiques, surtout si certains partenaires internationaux considèrent que leurs intérêts sont menacés. Dans ce cas, des pressions extérieures pourraient apparaître sous différentes formes: difficultés d'accès à certains marchés financiers, ralentissement des investissements étrangers ou tensions diplomatiques accrues. Aucun de ces scénarios n'est garanti. L'avenir dépendra en grande partie de la capacité des institutions à maintenir leur cohérence, de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région et de la manière dont les partenaires internationaux choisiront de réagir à ces transformations. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les décisions prises aujourd'hui peuvent influencer la trajectoire du pays pour les décennies à venir. Après avoir observé les évolutions politiques, économiques et géopolitiques qui entourent cette transformation, une question devient plus personnelle pour chaque personne qui regarde cette analyse. Qu'est-ce que tout cela signifie réellement pour vous? Certaines personnes suivent ce type de sujet avec une attention particulière. Ce sont celles qui cherchent à comprendre les transformations internationales, les nouvelles alliances économiques ou les changements dans l'équilibre du pouvoir mondial. Pour ce premier groupe, l'évolution de la stratégie politique autour d'Ibrahim Traoré représente surtout une source d'information importante. Comprendre ces dynamiques permet d'anticiper certaines tendances et d'observer comment de nouveaux modèles de gouvernance peuvent apparaître dans différentes régions du monde. Un second groupe de personnes peut être concerné d'une manière plus indirecte. Il s'agit de ceux qui vivent ou travaillent dans des secteurs influencés par l'économie internationale, par les ressources naturelles ou par les relations entre États. Même si les décisions politiques semblent parfois éloignées de la vie quotidienne, leurs conséquences peuvent progressivement influencer les marchés, les opportunités économiques ou les dynamiques d'investissement. Enfin, il existe aussi un troisième groupe, ceux qui pensent peut-être que ce type de transformation ne les concerne pas directement. Pourtant, l'histoire montre souvent que les évolutions géopolitiques finissent par produire des effets inattendus dans différents domaines de la société. Comprendre ces changements ne signifie pas nécessairement prendre position, mais cela permet de rester attentif à un monde qui évolue rapidement. À ce stade, une question naturelle apparaît. Si ces transformations doivent réellement produire des résultats durables, quelles actions concrètes pourraient permettre de consolider cette dynamique? La première étape concerne les institutions publiques et les responsables politiques. Pour que la coordination entre la défense, l'économie et la diplomatie produise des effets réels, il devient essentiel de maintenir une communication régulière entre les différentes administrations de l'État. Les décisions stratégiques doivent être suivies d'actions mesurables. Par exemple, dans la gestion des ressources publiques, l'amélioration des infrastructures ou le financement des programmes de sécurité nationale. La réussite de cette étape pourrait être évaluée à travers des indicateurs visibles: stabilité budgétaire, continuité des projets économiques et amélioration progressive des capacités institutionnelles. La deuxième étape implique les acteurs économiques et les organisations locales. Les entreprises, les investisseurs et les structures professionnelles peuvent jouer un rôle important dans la consolidation d'une économie plus autonome, en soutenant l'innovation locale, en développant des chaînes de valeur nationales et en investissant dans les secteurs productifs.
Ces acteurs contribuent à renforcer la résilience économique du pays. Les résultats pourraient être observés à travers la diversification des activités économiques et l'augmentation des investissements internes. La troisième étape concerne la société elle-même. Lorsque les citoyens participent à des initiatives nationales, qu'il s'agisse de contributions financières, d'activités entrepreneuriales ou d'engagements communautaires, ils deviennent également acteurs de la transformation collective. Car au final, la réussite d'une stratégie nationale dépend toujours de la capacité d'une société entière à soutenir les objectifs qu'elle s'est fixés. Lorsque l'on repense au point de départ de cette histoire, l'image revient presque naturellement. Une salle de réunion à Ouagadougou où plusieurs responsables se sont assis autour d'une même table pour discuter de l'avenir du Burkina Faso. Ce moment semblait, au premier regard, n'être qu'une rencontre administrative parmi d'autres. Pourtant, au fil des événements, cette réunion a pris une signification bien plus profonde. Elle symbolise une tentative de repenser la manière dont un État peut organiser ses institutions pour répondre à des défis complexes, qu'ils soient sécuritaires, économiques ou diplomatiques. Au centre de cette dynamique apparaît la figure d'Ibrahim Traoré, dont la stratégie consiste à rapprocher des institutions qui, pendant longtemps, fonctionnaient de manière séparée. Cette approche cherche à transformer la fragmentation administrative en une coordination plus cohérente. Le chemin reste encore long et les résultats définitifs ne peuvent être jugés qu'avec le temps. Mais une chose est certaine, ce moment marque une étape importante dans une réflexion plus large sur la souveraineté. La coopération internationale et la capacité des nations à définir leur propre trajectoire, l'histoire continue de s'écrire. Après avoir parcouru cette histoire et examiné les différentes dimensions de cette transformation, il est naturel que chacun en tire sa propre interprétation. Certains y verront une tentative ambitieuse de redéfinir la souveraineté politique et économique d'un État. D'autres considéreront qu'il s'agit d'une expérience stratégique dont les résultats devront être observés avec prudence dans les années à venir. Quelle que soit la perspective adoptée, une chose reste essentielle. Comprendre ces évolutions permet de participer à une conversation plus large sur l'avenir des relations internationales et sur la manière dont les nations choisissent de défendre leurs intérêts. Si cette analyse vous a aidé à voir cette situation sous un angle différent, vous pouvez naturellement partager cette réflexion avec d'autres personnes qui s'intéressent à ces questions. Les discussions ouvertes et informées contribuent souvent à mieux comprendre les transformations complexes du monde. Et maintenant, la question reste ouverte pour chacun. Selon vous, quel facteur sera le plus déterminant dans l'évolution de cette situation dans les prochaines années?